Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va avoir un profil super atypique. Je suis avec Denis, on s'est rencontrés il y a quelques semaines à Montpellier dans un événement blockchain crypto. Il était intervenant, il était speaker parce que il a levé quand même pas mal d'argent pour lancer son projet crypto, son projet blockchain. Il va nous en parler rapidement. Denis, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes? Merci François, merci de l'invitation. Écoute, en 30 secondes, je vais vous faire une présentation à la française. Donc, je suis un ingénieur INSA, mathématiques appliquées. Donc, je suis un faux mathématicien au départ. J'ai démarré ma carrière au siècle dernier dans l'Internet professionnel, à l'époque où l'Internet n'était pas encore déployé en France. Ensuite, j'ai cofondé une société qu'on appellerait une agence digitale aujourd'hui, une société qui s'appelait Fisystem, qui était entre la SS2I et l'agence digitale. Ensuite, j'ai fait une dizaine d'années au sein du groupe Capgemini, qui est une grande SS2I, en travaillant toujours dans le monde du digital. Puis j'ai basculé, je suis revenu à mes premiers amours, je suis rebasculé dans la croissance et dans le financement des sociétés. Ouais. J'ai rejoint un capital risqueur qui s'appelle M Capital Partners pour finalement définitivement retourner dans l'entrepreneuriat et cofonder entre autres Talao, dont on va parler tout à l'heure. Ok, bah génial. Est-ce que justement là tu veux nous parler un peu de Talao, rapidement le projet, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Alors l'idée derrière Talao, c'est de décentraliser un marché qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est le marché de l'intermédiation du freelancing. Alors c'est un bien grand mot. Il faut savoir que de plus en plus d'experts ou même de jeunes diplômés préfèrent être leur propre employeur, préfèrent trouver leurs propres clients et donc se mettre dans ce qu'on appelle en France le statut d'indépendant, qui s'appelle plus globalement le freelance. Alors, historiquement, ce marché du freelancing était plutôt destiné aux gens très expérimentés, voire aux gens qui n'avaient plus de boulot et qui trouvaient par là un moyen de taffer un peu. Et puis progressivement, depuis ça fait une quinzaine d'années dans le monde anglo-saxon, ça fait 5-6 ans en Europe, en particulier en France, où on voit donc ces jeunes et ces moins jeunes basculer dans un mode de contractualisation et de financement de leur compte bancaire bien différent. Plutôt que d'avoir un employeur et d'en changer tous les 5 ou 10 ans, ben on en a plusieurs dans l'année. Donc ce marché du freelancing qui est en pleine explosion, donc pour juste donner les chiffres, on estime à 800 000 indépendants en France. Sur ces 800 000, il y en a à peu près 100 000 qui sont sur la prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée. Donc typiquement, je pense qu'on connaît tous des informaticiens qui sont dans le statut de freelance. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 100 millions de freelances qui se répartissent à peu près 50% aux US, un petit peu moins de 25% en Europe et le reste en Asie. En Asie, c'est essentiellement Malaisie, Indonésie et Inde. Ok. Et donc ce marché du freelancing depuis les années 2000 est fortement intermédié, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui ont émergé qui mettent en relation les entreprises avec les freelances. L'idée étant évidemment pour le freelance de trouver plus facilement des missions et pour les entreprises de trouver plus facilement des freelances. Le petit bug de ce modèle-là et qui a généré et qui génère toujours beaucoup de buzz dans la communauté des freelances, c'est que ces plateformes qui sont centralisées évidemment puisque nées dans les années 2000 prennent entre 10 et 20% de commission. Ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est que si tu es freelance, tu n'acceptes pas forcément volontiers de perdre 10 ou 20% de ton chiffre d'affaires pour une valeur ajoutée qui est pas toujours là. Elle peut être là, hein. Il faut faire attention au discours parfois extrémiste de la disparition de tous les intermédiaires. Un intermédiaire peut avoir de la valeur ajoutée. En l'occurrence, sur ce marché-là, c'est pas toujours le cas. Puis ça pose un deuxième problème, c'est que les meilleurs freelances, en fait, n'utilisent pas ces plateformes parce que quand tu es très très bon, en général, tu n'as pas trop de difficultés à trouver tes clients et tu n'as surtout pas envie de passer par une plateforme qui va te prendre 10 à 20 points. Donc ce marché est fortement intermédié et ce qu'on veut faire avec Talao, c'est contourner la centralisation de ces plateformes en créant une plateforme complètement décentralisée qui permet aux freelances et aux entreprises de contractualiser ensemble via des smart contracts sans commission sur la prestation elle-même. D'accord. Ok, génial. Voilà, je vais peut-être compléter parce que pour compléter un peu la photo. Vas-y. Cette centralisation qui a eu lieu depuis 20 ans
elle a un autre petit défaut. Alors, quand on est utilisateur de Facebook ou quand on connaît bien l'histoire de Facebook, je pense que le comparable est intéressant. Sur Facebook, en fait, on est tous le produit, donc tout est gratuit, on est le produit, et finalement, ce sont nos données qui sont vendues. Dans le monde du freelancing, c'est un peu la même chose. Quand tu rejoins une de ces plateformes, ce qui fait ta valeur sur le marché, c'est ta réputation. Plus tu fais des missions, plus tu es bien noté, plus ton prix va augmenter. Le petit bug du modèle, c'est que ces plateformes centralisées gardent la réputation pour elles. C'est-à-dire que toi, en tant que freelance, t'es un peu bloqué sur ces plateformes, parce que finalement, si tu veux partir, tu perds ta réputation, donc tu es obligé de la reconstruire sur une autre plateforme. Il y a des fois où c'est pas très grave, où tu peux jouer avec ça, mais pour plein de gens, en particulier sur la zone Asie, c'est un vrai problème que d'avoir accumulé des missions sur une plateforme centralisée et de pas pouvoir en partir, parce que sinon tu perds ta réputation et en général, c'est la vraie valeur du freelance. Donc effectivement, c'est ça. Exactement. Et donc, quand je dis décentralisation, on décentralise aussi la donnée professionnelle du freelance. Un petit peu comme il y a des projets que vous connaissez peut-être qui essayent de décentraliser les données personnelles pour éviter qu'un Facebook fasse de l'argent sur votre profil sans que vous en ayez conscience ou sans que vous ayez décidé à qui il va vendre ces informations-là. De la même façon, on a créé ce qu'on appelle le Reputation Vault, qui a été le premier projet qu'on a délivré post-ICO, qui vise à permettre aux freelances de garder leur réputation et de décider ce qu'ils en font. C'est-à-dire de la mettre en publication sur des plateformes de freelancing, sur LinkedIn, sur leur blog, sur leur canal Slack, etc., voire éventuellement de le monétiser. Donc, ce mouvement de décentralisation qui arrive en fait avec la blockchain et qui est poussé et qui mettra sûrement une ou deux décennies avant de se matérialiser pour le grand public, un petit peu comme l'Internet a mis une trentaine d'années à vraiment impacter tous les business. De la même façon, la décentralisation est en train de changer la relation entre un freelance, sa réputation et ses clients. Et c'est là-dessus où on veut être en premier et être la première société à permettre une décentralisation complète de cette industrie. Ok, super, génial. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder un peu plus en profondeur ce que c'est le projet Talao. C'est pas la première fois qu'on a sur la chaîne qu'on reçoit quelqu'un qui a lancé un projet crypto, qui a monté quelque chose sur la blockchain. Pour toi, comment ça s'est passé? Voilà, quelles sont les difficultés à lancer un projet en France sur la blockchain, avec un crypto actif? Alors là, je vais peut-être pas me faire que des amis. Donc, chez les maximalistes, comme chez le régulateur. D'abord, je vais resituer parce que là, tu amènes sur une question qui amène beaucoup d'autres questions et en général, on a tous des idées préconçues sur les impôts, sur les taxes. Désolé pour le coup. Etc. Non, mais c'est une très bonne question. Le contexte, c'est un projet crypto, c'est d'abord et avant tout un projet. Alors, c'est vrai que c'est pas complètement ce qu'on a vu dans le monde de crypto et en particulier dans le monde des ICO. La base de ce qui est en train d'arriver, c'est la décentralisation qui est liée à l'émergence de mécanismes de consensus nouveaux. Je pense que tu as déjà dû expliquer le sujet. Le cœur du truc, c'est que aujourd'hui, pour enregistrer une transaction, quelle qu'elle soit, pas forcément une transaction financière, entre deux parties, tu n'as plus forcément besoin d'avoir un intermédiaire qui va être là pour enregistrer que la transaction a bien eu lieu, mais le mécanisme de consensus distribué, inventé par Satoshi au départ et puis ensuite dupliqué ou réinventé par d'autres blockchains, permet de se passer d'un certain nombre d'intermédiaires. En revanche, pour qu'un système soit utilisé, qu'il soit décentralisé ou pas, il faut des utilisateurs, éventuellement des clients, il faut que ça fonctionne, il faut le faire évoluer, il faut s'adapter, parce qu'évidemment, surtout on en est au début de l'histoire, un petit peu comme l'Internet des années 80, les choses ne sont pas figées, il se passe pas un jour sans que il y ait une nouvelle blockchain ou qu'on nous explique que Lightning c'est mieux ou c'est pas bien, ou que Tether c'est une arnaque ou ça n'est pas une. Donc c'est un monde qui bouge énormément. Néanmoins, à la fin du fin, ça reste toujours un projet, c'est-à-dire construire quelque chose qui sera utilisé et qui sera créateur de valeur. Alors pas forcément pour ceux qui créent le projet, mais éventuellement pour les utilisateurs. En particulier dans le monde des cryptos, la plupart des projets d'infrastructure sont des projets qui sont des projets open source, qui se sont financés effectivement par des ICO, et c'est tout à fait logique, puisque c'est à la fois inhérent au modèle économique des blockchains. Il faut qu'il y ait un jeton qui tourne pour que ce mécanisme de consensus puisse fonctionner. Puis deux, quand tu construis une infrastructure, exactement comme ça s'est passé dans le monde de l'Internet, elle est au service de tout le monde.
Donc, il est normal de le mettre en open source et puis même techniquement, il est un peu difficile de faire autrement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit ce que tu fais, tu fasses un projet d'infrastructure comme Ethereum ou que tu fasses un projet plutôt d'application comme c'est notre cas, ça reste d'abord et avant tout un projet. Et un projet, c'est toujours difficile. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez peu dans la communauté crypto, parce que on s'est plus focalisé sur les 400% ou les fois 100 ou les fois 1000 ou les fois 10 000 et sur le fait qu'il y avait beaucoup d'arnaques dans le monde des ICO. Mais la réalité, c'est que même Ethereum, c'est dur. Ethereum aujourd'hui a beaucoup de concurrents, il est challengé de partout. Alors il délivre. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Hein, je suis bien sûr, ça serait passionnant aussi, mais maximaliste, ni de l'autre côté, je me positionne volontairement au centre. Néanmoins, tout projet est dur. Donc, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est dur de lancer un projet crypto en France, je réponds d'abord et avant tout, c'est aussi difficile de lancer un projet aux US, en Estonie, au Portugal, en Suisse ou en France. Un projet. Après, il y a la spécificité crypto. Nous, on a vraiment vu le projet Talao, et on l'a construit comme tel, c'est un projet d'entrepreneur. On a déjà créé des sociétés dans le passé. On a beaucoup surfé sur la vague Internet dans les années 90 parce qu'on trouvait que c'était une rupture majeure. On a fait des exits sympas, on a eu une vie d'entrepreneur vraiment très riche. Et puis, finalement, tu vois arriver la blockchain et tu te dis, mais c'est encore plus gros que l'Internet. La révolution, elle mettra peut-être temps, elle est peut-être compliquée, on sait peut-être pas où ça va, mais en tout cas, c'est pour nous. La lecture qu'on en fait, c'est que c'est même plus fort que ce qu'on a vécu dans les années 90 avec l'Internet. Donc, à partir du moment où tu acceptes la mécanique de la blockchain, tu te dis, comment moi, en tant qu'entrepreneur, sur un marché que je connais bien, qui est le marché du freelancing mondial, je peux leverager cette révolution qui va arriver. Alors, j'ai deux choix en tant qu'entrepreneur. Soit j'attends qu'elle arrive, je continue sur mes business normaux de centraliser. Et puis j'attends que la blockchain devienne vraiment grand public, enfin les blockchains, pardon, de l'erreur, que les blockchains deviennent vraiment grand public dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça, c'est un choix. C'est par exemple le choix qu'a fait Carrefour vis-à-vis d'Amazon dans les années 2000. Ils sont pas mis en ordre de bataille pour empêcher Amazon de se développer, et Carrefour a très bien fonctionné de 2000 à 2018, et même maintenant ils sont en situation de rivaliser avec Amazon. Donc ils ont laissé pousser un leader mondial, mais à côté de ça, ils ont continué leur business. On peut se poser la question en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose, de dire, finalement, je vais laisser la blockchain se développer, puis quand vraiment ça sera massif, quand vraiment ça sera plus stable, j'y vais. Ou alors tu fais un choix plus de rupture, qui est de dire, je veux en être, parce que c'est excitant, parce que les premiers arrivés seront forcément dans une situation plus favorable que les derniers arrivés. Et là, tu fonces. Et comme tu as cette opportunité d'utiliser la blockchain, effectivement, te pose la question de quelle blockchain tu vas utiliser, comment tu vas financer. Est-ce que tu le finances traditionnellement, donc ce qu'on appelle en equity, c'est-à-dire vendre des actions de ta société. Est-ce que tu vas utiliser une ICO? Est-ce que l'un va remplacer l'autre? Ou est-ce que tu vas aller voir ton banquier pour faire un prêt? Alors, étant entrepreneur, je te dis ça marche jamais. Un banquier, son métier, c'est pas de financer le risque, ou en tout cas pas le risque de l'entrepreneuriat. Donc, on a choisi de se financer à la fois par une levée de fonds en equity et d'utiliser aussi une ICO. On utilise les deux modèles parce que c'est pas du tout la même chose. Même si à la fin c'est de l'argent qui rentre, ce qui est un peu la chose qu'on regarde techniquement, et l'impact sur la boîte est pas la même. Bon, néanmoins, donc on a fait à la fois une levée en equity et une levée en token. Est-ce que c'est facile à faire en France? Objectivement, au moment où on l'a fait, non. En tant qu'entrepreneur, tu as déjà beaucoup de choses à gérer, beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, tu signes tes premiers clients, il faut délivrer, etc. Ça, c'est la vie normale de l'entrepreneur. Ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, que doivent bien connaître ceux qui ont déjà créé des boîtes, c'est-à-dire que le lundi ça va, le mardi ça va plus, le mercredi au fur et à mesure des nouvelles, les choses montent et descendent. En revanche, quand tu as un cadre qui n'est pas clair, en particulier un cadre fiscal et comptable, là c'est compliqué. Parce que tout le travail que tu fais pour créer ta boîte, recruter tes clients, construire ta marque, te développer, si tu sais pas à quelle sauce tu es mangé fiscalement et comptablement, ça te crée des doutes et des risques que tu as beaucoup de mal à gérer puisque finalement tu n'as pas beaucoup d'impact. Si ce n'est, et je ne rentre pas du tout dans ce discours-là, si ce n'est évidemment de faire jouer la concurrence fiscale et comptable et d'aller là où on ne pose pas la question d'où provient l'argent.
là, c'est le sujet ICO et des tokens que tu récupères. On ne pose pas la question de savoir si tes tokens sont des securities ou pas et comment tu les passes dans ton plan comptable, etc. Donc, je dirais que pour répondre après cette longue explication, c'était pas très simple de le faire en France. Objectivement, il y a plein d'autres endroits et pas forcément. On avait des lettres tous les jours d'avocats des îles Caïmans qui nous proposaient d'installer là ou là-bas. Donc je parle pas forcément de paradis fiscaux comme ça dans lequel je considère que c'est de l'évasion fiscale et qu'on est tous quand même à un moment contents d'avoir un État qui nous protège un peu. Néanmoins, il y a des États en Europe. Alors pour la fiscalité du particulier, tu as l'Allemagne, tu as le Portugal. Pour la fiscalité des entreprises, tu as l'Estonie, tu as Malte, tu as Gibraltar. C'est vrai que ces pays sont plus accueillants parce que le cadre juridique est beaucoup plus clair. Donc je dirais, pour répondre à ta question, c'était pas top. Ouais. C'est en train de se clarifier. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a eu quelques très bons articles dans La Tribune et les Échos et Capital avec des journalistes qui connaissent très très bien le monde de la crypto. On a un cadre comptable et fiscal qui devrait se clarifier et qui est à peu près favorable. C'est pas non plus l'Eldorado, c'est pas l'Estonie, c'est pas Malte, c'est pas Gibraltar, mais en tout cas, ça a le bénéfice de la clarté et par rapport à la doctrine fiscale française, c'est très logique. Ouais. Et de la même façon pour le particulier, même si j'entends les commentaires acerbes sur le fait qu'il y a des pays dans lesquels effectivement la fiscalité du particulier sur les cryptos est plus favorable. Là, on se destine vers une flat tax sur la non-taxation quand c'est entre cryptos. Bon, voilà, ça reste cohérent avec la doctrine française. Et là, donc, je te répondrai en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a fait le choix de rester en France. On l'assume complètement. Oui, pourquoi d'ailleurs du coup? On crée les emplois en France. Nos premiers clients sont français. On a envie de créer un leader mondial de la blockchain qui parte de France parce que ça reste notre culture. Voilà. Donc je pense que c'est un peu plus facile aujourd'hui que ça n'a été, même si il y a encore des petits sujets au niveau des banques, même s'il y a encore des petits sujets sur comment tu récupères le fruit de ton ICO, de ta STO. D'autant plus que si je dis pas de bêtises, vous avez lock les tokens pendant 4 ans, c'est ça? Alors voilà. Alors merci. C'est un exemple concret. C'est que donc on a choisi de rester en France, on a fini l'ICO, on a du point de vue boîte fait tout ce qu'on pouvait faire pour faire les choses correctement. Maintenant, si je suis très concret effectivement, à titre d'entrepreneur, on a décidé de locker nos tokens management pendant 4 ans parce que la pratique dans les ICO qui consistait à locker pour 1 an ou 6 mois, enfin on trouvait ça ridicule. Tu donnes pas ton argent à quelqu'un et puis finalement au bout de 6 mois lui-même peut vendre ses propres tokens. Ça me fait encourager à aller sur des exchanges, créer du faux volume, faire croire qu'il y a et vendre. Sujet que tu dois bien connaître. Donc nous on s'est loqué sur 4 ans. Effectivement, petit détail, on aimerait bien savoir à quelle sauce on va être mangé dans 4 ans. Ça serait pas mal. Ouais. Voilà, et on n'en est pas loin. Voilà. C'est trop loin, c'est trop loin pour le savoir en plus. Oui, enfin, si ce n'est que normalement, normalement, les doctrines fiscales sont quand même, une fois que les principes sont actés, ça change quand même relativement peu. Donc, bon, voilà, il y a une fois que l'ensemble des acteurs publics ont pris position, au moins tu as un élément de discussion et de décision de ton côté et de dire voilà comment je vais gérer ma sortie, quand sortie il y aura. Pour l'instant, c'est vrai que c'est dans 4 ans et qu'on a bien d'autres choses à faire avant. Je te le fais pas dire, mais comment peut-être tu vois l'évolution, alors peut-être j'allais dire de l'ICO. Tu as parlé de securities tout à l'heure, de peut-être d'une évolution de l'ICO vers la STO. Est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Est-ce que tu as une vision peut-être à nous partager? Alors oui, là encore, je vais pas me faire que des amis. En fait, je suis passé vite sur mon parcours, mais j'ai eu la chance de faire 2 IPO dans le passé et d'avoir une assez bonne expérience du monde régulé, c'est-à-dire des actions. Pour le coup, oui. Voilà, des actions que tu mets sur un marché public, donc une bourse. Et puis comme je l'ai précisé aussi, j'ai cofondé une société de capital risque dans les années 2000 et j'ai rejoint un capital risqueur en 2015. Et les capitaux risqueurs, eux, ils arrivent avant la bourse. En fait, c'est des actions, mais la réglementation est pas tout à fait la même parce que t'es pas sur un marché public, t'es sur un marché non liquide. Donc j'ai eu la chance de vivre ce monde à la fois de la régulation du non-côté et de la régulation du côté. Alors oui, effectivement, le sujet security, ça fait même un bon moment qu'on regarde.
alors là, je vais parler aux plus jeunes d'entre vous qui sont nés un peu avec les cryptos et les ICO. Je ferai offense à personne en disant qu'il y a plein de gens qui sont arrivés là-dedans parce que ils ont vu arriver le Bitcoin, que le Bitcoin prenait 60% par jour, et que beaucoup sont arrivés là-dedans en se disant mais c'est super, c'est une martingale. Ah ouais, je confirme. Voilà. Et bon, voilà. Alors moi j'ai la mauvaise idée. Moi j'ai acheté des bitcoins il y a très longtemps, mais je les ai vendus aussi il y a très longtemps. Donc tu vois, mais mon pouvoir de prévision, ne vous appuyez pas dessus. Pour être plus sérieux, donc aux plus jeunes, il y a un mélange intellectuel qui a lieu entre la formidable opportunité de décentralisation qu'a créé le Bitcoin et tout ce qui ça génère derrière. Je vous fais pas l'offense d'expliquer les différentes blockchains, etc. Là, on a quelque chose d'extrêmement fort qui peut effectivement contourner les États, contourner les monopoles. On a une révolution potentielle, je dirais même probable. Ça, c'est le fond, c'est ce qui fait que la chose est inarrêtable. C'est comme l'Internet des années 90. Dans l'Internet des années 90, alors vous étiez pas né, donc vous pouviez pas savoir, ou pas beaucoup, pas beaucoup d'entre vous l'étaient. Dans les années 90, quand tu transférais de la donnée, tu payais à la minute et au volume. Ça veut dire que quand tu envoyais un mail aux États-Unis, ça te coûtait 150 €. Un mail d'Omega. Ça paraît complètement dingue maintenant. Ça fait un peu beaucoup, effectivement. Ouais, sauf que c'était la réalité et tout le monde vivait avec ça. Donc, c'était complètement impensable que l'Internet s'impose. Ça allait contre l'intérêt des opérateurs télécoms, ça allait contre l'intérêt des créateurs de contenu, ça allait contre l'intérêt des États. Oui. Donc tout le monde se disait non mais c'est pas possible, l'Internet ça va jamais se développer, à un moment les mecs ils vont serrer la vis, ils vont se débrouiller, il y aura une loi, un machin, etc. Bon, 30 ans après l'Internet il a tout bouleversé. Les blockchains c'est exactement la même chose. Ça va poser plein de problèmes, ça va poser des tas de problèmes à des tas de gens. Il y a énormément de résistance, il suffit de regarder la position de certains États ou certaines banques pour s'apercevoir que quand même ça fait plaisir à personne. Néanmoins, il y a l'effet qui va avec, c'est-à-dire que comme c'est une grande révolution, il y a des gens qui veulent plus d'État, qui veulent plus de régulation et qui pensent que c'est possible. Ouais. Je ne fais pas. Moi, la lecture que j'ai, c'est que ce n'est pas possible. Tout individu a besoin d'être protégé, un peu ou beaucoup, et pour ça, il y a un cadre, une régulation. Donc, le discours qui consiste à dire, et que j'entends et que je comprends, mais finalement, chacun est libre de ses investissements, il n'y a pas besoin de protéger celui qui va investir dans la crypto parce qu'il n'a qu'à faire ses due diligence, il n'a qu'à regarder si le projet est bon ou pas bon, ou si le token est bon ou pas bon, etc. Il prend ses risques, il n'y a pas besoin de le protéger. C'est vrai pour une partie de la population, c'est vrai quand tu es très éduqué, c'est vrai quand tu as beaucoup de chance, et c'est vrai quand il n'y a pas eu d'arnaque et que le Bitcoin il prend 60% par jour. À l'inverse, pour venir du monde régulé, dès qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup de gens qui construisent des systèmes pour en profiter au détriment d'autres. Ouais. Et qui peuvent le faire avec une subtilité, une intelligence et des moyens que le commun des mortels n'a pas. Du coup, il est nécessaire d'avoir une régulation. Donc, pour répondre à ta question, comment je vois depuis le départ, c'est pour ça qu'on a été voir l'AMF au premier jour du projet, on a été voir l'AMF. Qui avait pas à l'époque, qui a toujours pas d'ailleurs, qui avait pas de droit de regard particulier, mais enfin c'était normal entre gens de la place d'essayer de partager un peu là où on allait. On est convaincu que c'est inévitable parce que c'est nécessaire pour une partie des investisseurs. Ça va clarifier le marché. Je cite un exemple qui m'amuse à moitié. Quand on a fait l'ICO, on a été pas mal challengé parce qu'on avait 2 concurrents russes. En nous expliquant qu'ils avaient démarré avant nous, qu'ils avaient un projet qui était le même, etc., etc. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avec la caisse. Ça, c'est pas normal. Tu peux pas construire une économie et tu peux pas asseoir la révolution de la blockchain sans avoir un minimum de protection. Donc, la régulation est inévitable. Le fait que on considère, en tout cas, qu'une nouvelle forme de produit comme les STO existe, ça paraît tout à fait normal. Attention cependant, ça veut donc dire qu'on va de plus en plus vers un marché régulé, exactement comme les actions. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un exchange et un STO? C'est une IPO avec une bourse. Oui, oui. Simplement, les exchanges sont pas encore complètement régulés aujourd'hui et sont encore borderline sur un certain nombre de sujets. Mais on va aller et je suis sûr que dans 15 ou 20 ans, tu vas avoir des exchanges régulés qui seront partis de nulle part. Je pense à Binance, alors peut-être
peut-être pas celui-là, mais ou un autre. Et puis tu auras Euronext, le NYSE, Nasdaq, qui eux-mêmes coteront des crypto-actifs. Donc pour répondre à ta question, c'est inévitable, c'est en train d'arriver. Attention cependant, ça veut dire que on va avoir les mêmes coûts que quand on fait une IPO. Ça veut dire que il faudra faire attention à chaque législation, etc., etc. Il y a eu un moment de l'histoire, on va dire entre septembre 2017 et février-mars 2018, dans lequel le régulateur n'a pas eu le temps de se mettre en place correctement. Et du coup, il y a eu beaucoup d'abus. Mais ça, pour moi, c'est plus possible et ça le sera de moins en moins. Ouais, bah on est totalement d'accord là-dessus. Et effectivement, bah c'était la jungle, comme pour résumer un peu ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire sur cette période. Il y a une évolution logique effectivement, et c'est ce que tu viens de dire encore une fois, ça se rapprochera de plus en plus de l'IPO, aussi dans le sens où il y aura une licence obligatoire à avoir de l'AMF, aux États-Unis c'est la SEC, et donc dans un sens c'est très bien, et je suis le premier à le dire. Donc merci d'avoir aussi confirmé. Oui. Voilà. Après, c'est pas parce que t'es coté en bourse et qu'il y a de la régulation qu'il y aura pas des grosses catastrophes ou des malversations. Ah bah bien sûr, oui. Pour les plus vieux d'entre vous, je sais pas si vous vous souvenez d'une boîte qui s'appelait Enron, qui était une boîte américaine extrêmement puissante et qui a falsifié ses comptes pendant des années. Et elle était cotée et c'était une des grosses capitalisations. Donc il faut pas laisser penser que la régulation résout tous les problèmes. C'est simplement un cadre de protection qui permet à l'épargnant ou à l'investisseur professionnel de savoir quel recours il a et quel droit à l'information il a. Ok, génial. Bah merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu voudrais, voilà, pour conclure cette émission, peut-être rajouter quelque chose, donner peut-être des conseils, peut-être 2 conseils pour un profil en premier lieu crypto-investisseur et pour un deuxième profil plus pour un porteur de projet, un entrepreneur qui voudrait se lancer sur la blockchain et lancer quelque chose là-dessus. Ouais. Alors sur le crypto-investisseur, je laisse des gens comme toi donner des bons conseils. Moi, j'ai pas de point particulier. Le seul, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais des fois on a tendance à l'oublier parce que pris dans l'excitation ou des rendements passés, à vouloir absolument chercher le même rendement pour demain. Derrière tout token, il y a un groupe d'individus, un projet, un marché, des risques, des opportunités. Donc il faut assumer complètement de faire partie d'un ou de 2 types d'investisseurs. Le premier type d'investisseur, c'est celui qui va chercher le rendement court terme. Je pense que tu as des très bonnes explications de ce sujet-là et tes conseils sont très bons. Faut juste assumer que quand on veut faire du court terme, finalement, c'est plus vraiment le projet qui compte, mais c'est la dynamique et la capacité que tu as de revendre tes tokens en faisant une plus-value. Donc ça, c'est une stratégie d'investissement, une stratégie d'analyse des dossiers qui est particulière. Puis tu as un deuxième type d'investisseur, et tu peux faire les deux, je crois d'ailleurs que toi tu fais les deux, où là tu te positionnes plus sur un positionnement long terme, et là c'est complètement une autre stratégie d'investissement. Ça équivaut à ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le early stage, c'est-à-dire ce que font les capitaux risqueurs quand ils investissent dans une société qui démarre. Et là tu vas regarder l'équipe, la taille du marché, le produit, tu vas regarder les risques, mais tu sais que c'est de toute façon risqué. Donc tu vas choisir et tu vas même gérer ton panier d'investissement différemment de la situation où tu t'assumes en tant qu'investisseur court terme. Il faut juste pas se tromper quand tu achètes un token. Je pense que ça correspond. Ah bah faut que ça soit clair au moment d'investir, la vision et l'objectif final, c'est sûr. C'est ça, exactement. Mais ça ça fait partie des conseils que tu donnes quand tu te crées un actif ou quand tu investis dans des actifs. Il faut bien les comprendre, mais surtout, il faut pas te mentir à toi-même. C'est qu'est-ce que tu cherches à faire. Est-ce que l'argent t'en a besoin ou pas, quel niveau de risque tu es prêt à prendre, quel niveau d'investissement tu vas faire, etc., etc. On est beaucoup, enfin, on se le dit. Enfin, je participe à beaucoup de meet-up et je suis moi-même crypto-investisseur, donc j'en discute avec pas mal de potes. C'est pas facile comme discipline de se dire, voilà, combien j'attribue à quel dossier et avec quel horizon, et de pas en changer. C'est exactement comme en bourse. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, enfin je sais pas quelle expérience vous avez les uns et les autres, mais je vois beaucoup d'anciens traders particuliers, hein, des gens qui faisaient du trading, soit du trading, soit du trading un peu plus long. Ils appliquent les mêmes disciplines, les mêmes réflexes dans le monde des cryptos, et ils sont pour la plupart successful.
parce qu'ils savent exactement, ils s'appliquent ils ont une discipline et ils s'y tiennent. Ils savent que ne plus tenir sa discipline, c'est le meilleur moyen de pas engranger les gains. Par exemple, engranger ses pertes, par exemple, il y en a plein qui le font pas et pourtant c'est vrai que oui, c'est l'erreur peut-être numéro 1, c'est-à-dire que même la personne qui a déjà défini ce qu'elle voulait faire, elle change de chemin en cours de route. Donc ça, c'est exactement. Mais c'est tentant. Tu te dis voilà, moi je me suis fixé un objectif de 200% sur tel token. Le token il fait moins 80%. Tu dis c'est pas grave, j'ai perdu, je vais me refaire. Oui, mais faut avoir décidé quoi. Si tu coupes tes pertes à 50%, tu les coupes à 50 et t'attends pas de faire 200%. Donc ça c'est la première chose. Et par rapport au projet d'entrepreneur, je serais tenté de dire, il y a une erreur que je vois souvent, mais qu'on fait tous, c'est normal. Hein, c'est la blockchain, on est vraiment au début. Mais vraiment au début, c'est l'Internet des années 80 d'un point de vue technique et d'un point de vue marché. Ça veut dire que tu peux pas baser tout ton business model sur ce que tu peux gagner en décentralisant avec la blockchain. Il faut construire une boîte sur les deux jambes. Et la première jambe, c'est du revenu et des clients. Et le deuxième, c'est une décentralisation progressive. Le risque, à mon avis, c'est difficile pour tout le monde, donc je me permettrai pas de juger mes gentils camarades. Mais ce qui est très difficile pour nous, c'est de pas aller trop vite, de pas penser qu'on peut déjà tout décentraliser et de construire 100% d'une boîte sur de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, le marché est pas prêt, la techno est pas prêt, le financement est pas prêt. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu peux pas affronter des mastodontes centralisés qui sont cotés en bourse. Enfin, nous, on a un concurrent, par exemple, qui est coté en bourse. Il a levé 170 millions de dollars avant de rentrer en bourse. Okay. Il a levé 120 millions de dollars avec son IPO. Voilà, tu peux pas attaquer des gens comme ça tout de suite, alors que la techno est pas. C'est tentant avec les promesses Exactement, c'est ça. C'est bon, il y a un trade-off à faire entre ce que la techno permet réellement et puis le rythme auquel elle va être adoptée. Prenez l'internet. Hein. L'internet, il a vraiment commencé de se généraliser dans les années 95, même aux US. Finalement, il a fallu attendre les années 2010-2015 pour voir des vrais chambardements de l'économie suite au déploiement de l'internet. Donc la blockchain, ça ira peut-être plus vite, mais en tout cas, ça se fera pas en 2-3 ans, ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment, Denis, pour ce partage d'expérience. Et je mettrai tout ce dont on a parlé, je mettrai les liens dans la description si vraiment on veut aller chercher l'information. Voilà, puis hésitez vraiment pas, vous allez sur talao.io, on a un chatbot, si vous avez des questions, on peut répondre et on est coté maintenant sur IDEX, le premier exchange décentralisé, donc finalement la décentralisation, ça arrive. Oui, y compris dans les exchanges. Voilà, ça c'est encore un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais on va arrêter là, mais les exchanges décentralisés, c'est une vraie révolution, hein. Ça, je suis le premier à le dire aussi, c'est sûr. Ouais, je sais pas comment les États et les bourses centralisées vont pouvoir faire pour arrêter la machine. C'est encore le même problème. On aurait pu parler pendant 3 heures, je pense, avec tout ce que tu as apporté. Merci à toi et bonne journée à tous. Ciao, à très vite. Ciao.